Nous avons tous besoin de plusieurs objectifs à long terme pour nous aider à franchir les obstacles à court terme. Jim Rohn. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, alors oui, comme je vous avais prévenu la semaine dernière, l'épisode du jour il sort pas le mercredi comme j'ai l'habitude, mais on va dire que voilà, même si c'était un peu compliqué, j'ai quand même réussi à enregistrer l'épisode cette semaine, et donc du coup voilà, c'est pour ça que vous ne l'avez pas mercredi, mais que vous l'avez quand même cette semaine. Alors du coup on continue sur notre lancée de, on va dire, mini-série un peu officieuse, dans le sens où ça fait déjà 3-4 épisodes où on voit en fait différents types de classifications, aussi bien des besoins que des désirs ou autres. Donc du coup j'ai décidé de continuer un petit peu sur la lancée, vu qu'il y en avait d'autres encore que je trouve intéressants, et que bah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire une mini-série, mais voilà, c'est tombé en avançant. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du paradigme des 12 besoins. Alors pour commencer, on va dire, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme ? J'aurais pu vous sortir encore la définition Wikipédia ou autre, ou voilà, mais je préférerais vous faire plutôt un petit rappel clair et concis. En gros, un paradigme, on va dire, c'est une école de pensée. C'est une certaine vision du monde selon certaines idées. En fait, pour moi, un paradigme, ça se détache un peu de la théorie, dans le sens où on admet que ça fournit des résultats mesurables, qui marchent, alors qu'une théorie, c'est plus, on suppose que ça doit marcher comme ça. C'est un peu de la définition d'une théorie. Alors que là, voilà, il y a quand même des résultats qui marchent, mais en même temps, c'est pas une loi, dans le sens où elle n'est pas universelle. Dans le sens où une loi, si vous la suivez pas, vous êtes à côté de la plaque. Alors que pour moi, un paradigme, c'est voilà, une école de pensée, c'est, on va dire, une voie. C'est une voie parmi d'autres pour atteindre un objectif. Bien, du coup maintenant, rentrons dans le vif du sujet, parce que vous allez voir, c'est assez complexe, accrochez-vous. Alors du coup, le paradigme dont on va parler aujourd'hui, on le doit à deux personnes, donc à Jean-Pierre Pourtois et à Huguette Desmet, donc qui sont tous les deux du Centre de recherche et d'innovation en sociopédagogie familiale et scolaire. Rien que ça, donc le CERIS, donc en prenant juste les initiales. Donc du coup, ces deux personnes-là, elles ont développé dans leur livre L'éducation postmoderne en 2002, du coup, ce paradigme des 12 besoins. Alors en gros, l'idéologie qu'ils développent dedans, c'est qu'en fait, on décrit les différents éléments sur lesquels un individu il s'appuie pour pouvoir construire son identité. Donc les besoins, ils sont séparés en 4 dimensions, qui regroupent chacun 3 besoins, ce qui donne au final 12, bien joué Einstein. Donc du coup, d'où les 12 besoins de leur paradigme. Donc voilà, leur paradigme, en fait, il avance l'idée que pour un développement optimal, donc d'un enfant ou d'un adulte, mais là il l'adapte, c'est plutôt de manière adaptée, parce qu'on considère que, vu que c'est sur la construction de la personnalité, on va dire que quand vous êtes adulte, vous avez plus ou moins déjà construit votre personnalité, vous pouvez encore l'influencer par le développement personnel, par une recherche sur vous, tout ça. Mais on va dire qu'ils l'ont plus, surtout que voilà, eux, ils ont travaillé en plus dans un milieu un peu scolaire, donc ils l'ont plus tourné vers l'enfant. Donc aujourd'hui, ce sera un épisode voilà, un peu hybride, c'est-à-dire que vous pouvez quand même l'adapter si vous êtes adulte, mais voilà, si vous avez des enfants ou que vous connaissez des enfants, ou vous pouvez regarder ça avec un œil nouveau, on va dire que c'est majoritairement orienté vers les enfants, mais que même eux, ils l'ont aussi développé pour les adultes. Voilà. Donc du coup, pour eux, en fait, ils ont développé ça. Donc leurs 12 besoins, la particularité, c'est qu'ils appellent ça besoin, parce que pour eux, en fait, chaque élément, ils doivent être développé de manière optimale. Enfin, on va dire de manière optimale dans le sens équilibré. C'est-à-dire ni trop, ni pas assez. Parce que s'il y avait trop ou pas assez, et du coup, ça pourrait nuire au bon développement de l'enfant, ou même, si vous êtes un adulte, à l'intégrité psychologique de l'adulte, avec, pour l'adulte, les dérives qu'on connaît, la drogue, l'isolement, tout ça. Donc du coup, on va dire c'est un peu des éléments dans lesquels il faut avoir une forme d'équilibre pour, voilà, on va dire, pas craquer ou être... j'aime pas vraiment le mot normal, mais c'est plutôt dans le sens où on va dire que c'est ce qu'il faut pour forger le libre arbitre. En fait, on va dire que c'est les clés sur lesquelles il faut que ce soit nuancé, parce que si vous allez dans un extrême en haut ou en bas, du coup, voilà, vous cassez un peu cet équilibre. Donc, rentrant dans le vif du sujet.
Donc les 4 dimensions, comme je l'ai dit, c'était 4 dimensions et après chacune des dimensions regroupait 3 besoins. Donc les 4 dimensions sont affectives, cognitives, sociales et idéologiques. Alors du coup, pour rentrer dans le vif pour chacune, donc affective, donc on a l'attachement, l'acceptation et l'investissement. Cognitive, on a la stimulation, l'expérimentation et le renforcement. Et sociale, on a la communication, la considération, la structure et l'idéologie, le bien, le vrai et le beau. Voilà, je vous ai tout balancé comme ça, je pourrais m'arrêter là, mais c'est pas le style de la maison, vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails. On va y aller étape par étape. Donc, affective. On avait dit, ça commence par l'attachement. Alors l'attachement, ça peut être quoi ? Ça peut être vivre des expériences positives, des souvenirs heureux par exemple, tout ce genre de choses. C'est en gros ce qui fait que vous êtes ancré un peu dans votre passé, ancré dans votre personnalité, tout simplement. À chaque fois, je pense que c'est bien aussi de vous présenter, on va dire, ce qui en découle si vous êtes dans les extrêmes. C'est-à-dire que si vous développez trop l'attachement ou pas assez. Donc du coup, voilà, pour chaque, je trouvais que c'était une bonne idée, ne serait-ce que pour que ce soit représentatif de ce que c'est chaque besoin. Donc du coup, pour l'attachement, on va dire, si vous développez trop ce sentiment, ce besoin d'attachement, du coup, vous devenez candide, parce que vous avez l'impression que le monde est rose, que tout va bien se passer et tout ça. Et en contrepartie, si vous le développez pas assez, c'est-à-dire que du coup, en fait, vous vous retrouvez avec un souvenir de votre vécu qui est très sombre, très noir, et du coup, ça peut vous pousser vers une forme de dépression. Ensuite, deuxième besoin, donc toujours en affectif, l'acceptation. Donc l'acceptation, ça passe par la confiance en soi, donc avec par exemple surtout l'acceptation en fait finalement de ses forces et de ses faiblesses. On va dire de manière générale, de toute façon c'est assez flagrant à voir, si vous le développez trop, vous devenez juste quelqu'un d'arrogant, parce que du coup voilà, vous avez tellement accepté ce que vous êtes ou autre que vous commencez presque à empiéter sur l'espace des autres. Et en contrepartie, si vous ne le développez pas assez, vous devenez quelqu'un de renfermé. Ensuite, l'investissement. Donc toujours le côté affectif, bien sûr, je rappelle. Donc l'investissement, c'est participer finalement à quelque chose de plus grand. C'est participer à un projet, à une association ou autre. C'est quelque chose en fait qui transcende le quotidien, quelque chose qui vous sort de votre routine, qui souvent en plus est en interaction avec les autres et où finalement vous vous rendez compte que vous avez un impact qui est plus grand que juste celui de votre petite personne. Pareil, dans les extrêmes, ça ferait si vraiment vous développez trop cette partie-là, vous avez un peu le côté un peu philanthrope, quoi. Vous courez un peu avec des rêves fous, qui en fait font pas vraiment de fondation, quoi. C'est un peu la tour de Babel, quoi. Vous voulez la construire la plus haute possible, le plus vite possible, mais les fondations elles sont pas bonnes et tôt ou tard, en fait c'est pas des projets en fait que vous montez, c'est des flamèches, quoi. Ça explose d'un coup et après hop, il y a plus aucune trace de ce qui était la base. Et en contrepartie, si vous le développez pas assez, du coup vous avez aucune ambition. C'est-à-dire que du coup vous restiez dans une petite zone de confort. Vous investissez pas vraiment pour des choses plus grandes ou des choses qui en sortent. Donc du coup, finalement, vous avez un côté un peu de contentement, mais un peu, on va dire, là dans le côté négatif du terme, dans le sens où finalement vous vous satisfaisez de ce que vous avez et que vous voyez aucune amélioration sur le futur. Ensuite, la deuxième dimension cognitive. Donc là encore, 3 besoins. Donc le premier, la stimulation. Donc la stimulation, ça nous donne une bonne jambe. On voit pas trop ce qu'il y a derrière. Et en fait, finalement, la stimulation, c'est juste le fait en fait, de vivre des expériences variées, d'étendre son champ de compétences. Par exemple, pour donner l'exemple des enfants, ça peut être de tester plusieurs sports ou de tester plusieurs activités, ou encore d'essayer plusieurs instruments de musique. Donc encore une fois, les extrêmes. Donc les extrêmes, ça peut être si vous développez trop cette stimulation, vous êtes trop stimulé et du coup, à la longue, vous finissez par avoir une incapacité à vous concentrer sur quelque chose de précis, parce que la moindre petite chose, ça vous stimule et vous n'arrivez pas à mettre le focus vraiment sur une chose en particulier et du coup à pouvoir travailler cette chose en profondeur. Et en contrepartie, si vous développez pas, vous vous fermez à tout ce type de stimulation, donc ça peut être plein de choses, ça peut être tout simplement des expériences ou essayer de discuter avec les gens ou oser tout simplement faire des choses. Du coup en fait vous finissez par vous désintéresser de tout. Vous devenez une espèce de nihiliste frustré et donc du coup vous vous mettez dans votre coin en disant que de toute façon on va dire la vie c'est de la merde et donc du coup vous avez décidé que ce serait comme ça et que ça changerait pas, donc vous vous renfermez un peu sur vous. Ensuite le deuxième élément, donc le deuxième besoin toujours sur l'aspect cognitif, donc c'est l'expérimentation. Donc l'expérimentation c'est assez clair. C'est en fait, finalement, c'est le fait de faire des essais-erreurs, d'apprendre par soi-même et d'oser se lancer. Donc voilà, c'est un peu de tester par soi-même. C'est
On va dire c'est ce qui permet d'apprendre tout simplement. Donc si vous le développez trop, cette expérimentation, et ben vous devenez juste une espèce de mec complètement flingué et imprudent qui fait tout et n'importe quoi. Parce que voilà, c'est un peu, je pense que ça se relie pas mal à l'élément du dessus, c'est que comme vous avez tellement besoin de stimulation et que voilà, vous poussez toujours plus haut le niveau d'expérimentation, bah du coup vous tentez tout et n'importe quoi, même des trucs qui sont complètement fous. Et à l'inverse, du coup, si vous ne le développez pas assez, bah du coup vous sortez jamais de votre zone de confort, vous restez toujours voilà dans votre petit cocon et du coup ça nuit aussi à votre développement. Ensuite, donc le dernier élément de cette partie cognitive, donc le renforcement. Donc le renforcement, on va dire le conditionnement, mais conditionnement ça fait un peu Big Brother. Donc c'est plutôt conditionnement, on va dire finalement l'apprentissage par répétition. C'est juste ça. Le renforcement, c'est de dire, eh ben, c'est un peu un mix des deux autres en fait. C'est un peu de dire, bah, il y a quelque chose qui vous stimule, du coup vous avez envie de le faire, et donc du coup vous le testez ou même vous le retestez plusieurs fois jusqu'à ce que ça reste ancré. Finalement, c'est de là tout sort. En fait, c'est pour ça qu'ils disent vraiment que ça nourrit votre intégrité psychique, on pourrait dire, parce que dans le sens où bah, finalement tous les savoir-faire, ils viennent de ça. Ils viennent de, eh ben, vous avez quelque chose qui vous a plu de ça, et vous le répétez jusqu'à maîtriser le geste encore mieux. C'est exactement ça. Là, après, on pourrait dire, il n'y a pas vraiment d'extrême, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on répète trop. Au contraire, on devient meilleur, mais à la rigueur, c'est vrai que si on répète toujours la même chose et de ça, on peut peut-être faire du surplace, dans le sens où on s'acharne trop à répéter toujours la même chose et justement pas essayer un peu d'expérimenter autre chose. Et l'autre extrême, ça pourrait être bah, si on renforce pas assez, bah, c'est ce que tous les écoliers de la Terre ont connu, si on oublie. Si vous répétez pas assez votre leçon, le lendemain matin à 8h, pouf, il n'y a plus rien, tout a disparu. Voilà. On passe maintenant au troisième point, donc le point social. Donc, comme on l'a dit encore avec trois dedans, donc le premier, la communication. La communication, est-ce qu'il y a vraiment besoin de détailler? Donc, c'est l'échange avec les autres, donc de n'importe quelle manière, que ce soit orale, écrite. Voilà, c'est juste que, comme on l'a vu, ça fait déjà plusieurs fois, votre cerveau, on va dire, c'est un organe social. Il a besoin d'être avec d'autres cerveaux pour pouvoir, on va dire, se développer, mais tout simplement vivre et exister. Donc, je vous réinvite encore, si vous ne l'avez pas vu, à regarder par exemple Seul au monde ou des films comme ça, où bah, des gens placés tout seuls, ils finissent par devenir complètement fous et se mettre à vouloir parler avec n'importe quoi et n'importe qui, parce que voilà, leur cerveau, il a absolument besoin d'une communication. Donc on peut comprendre que si vous n'en avez pas assez, bah, du coup vous avez plutôt une espèce de sentiment de vous renfermer sur vous, vous avez une espèce de mal-être parce que votre cerveau, il veut faire des connexions avec d'autres cerveaux. Donc, du coup, là en plus, d'une pierre deux coups, je vous ai donné on va dire, la dérive vers le bas. Donc du coup, la dérive vers le haut, si vous développez trop cet aspect communicatif, du coup, ce que vous pouvez avoir, en fait, c'est que vous êtes trop extraverti. Donc on va me dire comment est-ce qu'on peut être trop extraverti, dans le sens où vous pouvez dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et que du coup, on va dire il y a une certaine norme sociale, où on va dire vous devenez un peu incontrôlable d'un point de vue norme sociale, dans le sens où bah, les tensions ou autres, vous limite vous en foutez, et vous foutez tout le temps de l'huile sur le feu, et là vous êtes une bombe à retardement dès que vous ouvrez la bouche. Ensuite, toujours dans l'aspect social, la considération. Donc la considération, c'est en fait finalement la reconnaissance du groupe, c'est-à-dire se sentir intégré et reconnu. Donc finalement de se dire, c'est un peu la notion de chef-d'œuvre, quoi. C'est un peu, on fait quelque chose que le groupe dans lequel on appartient, voilà, reconnaît. On reconnaît que le groupe reconnaisse un peu vos compétences, tout simplement. Là après on va dire, c'est facile de voir les extrêmes puisqu'on en connaît tous dans notre entourage plus ou moins proche. Si vous le développez trop, cet aspect de considération, bah, vous devenez arrogant et ou hautain. Dans le sens où bah, finalement, vous vous dites que bah, c'est normal, tout le monde devrait vous admirer plus ou moins, et que bah, du coup, par comparaison, tous les autres, ils sont nuls. Et en contrepartie, si vous ne le développez pas assez, on va dire, c'est un peu comme si vous cherchiez à vous effacer de la réalité, dans le sens où bah, souvent vous avez peur de vous faire remarquer, voire même que vous avez peur de réussir. Parce que si vous réussissez, vous vous ferez remarquer. Et donc, du coup, en fait, ça vous pousse encore plus à un renfermement sur vous parce que vous appartenez au groupe, mais en même temps, vous ne voulez pas vraiment que le groupe vous voit. Enfin, du coup, le troisième élément et dernier de cet aspect social, donc c'est vraiment lié aussi à celui d'avant, c'est la structure. C'est-à-dire tout simplement savoir qu'on appartient à un groupe. Ça rejoint vraiment les trois aspects dont je viens de parler. C'est vraiment de dire que bah, voilà, votre cerveau, il a besoin de parler avec des gens, il a besoin d'une communication, il a besoin de se sentir reconnu par un groupe. Et donc du coup, pour avoir la condition sine qua non pour avoir ces deux éléments-là, c'est qu'il fasse partie d'un groupe, c'est qu'il y ait des gens à qui parler. Donc qu'il appartienne à son groupe plus ou moins directement,
Et donc du coup, voilà, il a vraiment besoin pas de se mettre dans une catégorie, mais de se dire qu'il n'est pas tout seul. On va dire ça, c'est expliqué de manière presque naturelle avec l'évolution, hein, parce que un petit Homo sapiens tout seul au milieu de la savane, ça fait pas grand chose, alors que s'ils sont une vingtaine avec des lances et du feu, ils ont un peu plus de chances de survie. Et donc du coup, finalement, les deux extrêmes, ça pourrait être finalement de considérer le groupe comme soi, c'est-à-dire un peu à la façon genre chef d'entreprise mégalomane, en mode genre finalement l'entreprise c'est moi et genre elle doit se plier à mes moindres désirs, et donc du coup vous écrasez complètement tous les autres. Et l'autre inverse, ça pourrait être finalement en fait que vous êtes tellement détaché de ce groupe, soit parce que vous en voulez pas, vous reconnaissez pas dedans, soit parce que lui ne veut pas de vous, et du coup vous êtes en rupture complètement avec lui. Donc soit vous vous braquez complètement, soit à la rigueur vous rentrez en conflit avec lui parce que vous n'arrivez pas à l'intégrer. Et enfin du coup le dernier élément, enfin la dernière classification, c'est idéologique. Alors du coup, là on va dire c'est la partie un peu fébrile, quoi, un peu instable, parce que du coup, donc le premier élément c'est le bien et le bon. Donc du coup, je dis c'est un peu instable parce que on va dire les trois c'est assez subjectif, quoi, de pouvoir dire, c'est pour ça que j'en reparlerai un petit peu plus tard. C'est assez subjectif finalement de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon. Mais voilà, là j'ai pas vraiment, pour les trois, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer, de détailler, genre bien, bon, vrai ou faux, et beau ou laid, genre c'est évident, voilà. Non seulement je peux pas le détailler, mais en plus justement, comme je viens de le dire, vous avez votre propre définition du sujet, donc finalement ça servirait à rien que j'essaie de vous le détailler. La seule chose que je peux vous dire, c'est voilà les extrêmes, entre le bien et le bon et tout ça, si vous le développez trop, finalement vous devenez naïf, parce que vous pensez que tout est bien, tout est beau, et que du coup vous n'avez pas ce petit aspect genre de voir un peu la zone d'ombre, quoi. Donc voilà, c'est un peu voilà qu'il faut quand même avoir un regard sur ce qui est noir pour profiter de la lumière. C'est un peu philosophique, mais j'ai pas trouvé mieux. Et en contrepartie, si vous le développez pas assez, ou même pas du tout, du coup vous devenez complètement inhumain, vous devenez une espèce de psychopathe qui ressent absolument plus rien, qui a plus de notion de bien ou de mal. Et donc du coup là vous devenez vraiment vraiment très dangereux pour vous, mais surtout pour les autres. Au niveau du vrai-faux, on va dire il n'y a pas vraiment de superlatif. À la rigueur, vous pourriez être trop honnête, un peu dans le sens où voilà, peut-être que vous vous confiez trop, ou et encore c'est pas facile vraiment parce est-ce qu'on peut vraiment être trop honnête, donc ça voilà, c'est un peu en suspens. Et après le côté négatif, c'est extrême vers le bas, c'est juste vous êtes mythomane, quoi, c'est-à-dire que vous avez vous avez plus vraiment notion de ce qui est vrai et de ce qui est faux, tellement vous avez l'habitude de mentir. Et enfin, du coup, le beau. Alors, du coup, là, on pourrait dire que si vous le développez trop, du coup, vous avez une espèce d'obsession de l'apparence, que ce soit pour vous, mais aussi bien pour tout, donc pour votre maison, votre voiture, votre décoration. Là, vous avez une obsession de l'apparence, une obsession esthétique. Et en contrepartie, si vous le développez pas assez, voire pas du tout, du coup, vous avez des formes de complexes ou autres, parce que du coup, vous n'arrivez pas. Plus ou moins, vous avez fait votre définition du beau, mais vous n'arrivez pas à vous le représenter chez vous, vous n'arrivez pas à l'adapter, et donc du coup ça développe tout un tas de complexes. Donc voilà, c'était cette petite présentation des différents besoins. Alors les auteurs, je vous l'ai dit, ils les classent dans la catégorie des besoins, parce que pour eux, en fait, ils sont l'essence même de la personnalité d'une personne. Et que en fait, que du coup, en fait, dans cette... que la personnalité d'un individu, elle n'est qu'une nuance de tout ça. En fait, c'est juste, imaginez comme si pour chaque élément que je vous ai donné, c'est des différents petits curseurs. Dans un monde idéal, ils seraient tous au même niveau, tous à égalité. Mais voilà, là, il y en a qui sont un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, et c'est ce qui fait finalement la personnalité d'une personne. Donc, du coup, pour eux, ils pensent qu'en fait, c'est vital de tous les développer de manière harmonieuse, et encore plus chez l'enfant, parce que du coup, voilà, plus on sait bien qu'ils ne seront pas tous à niveau, mais plus ils le seront, on va dire, mieux vous-même et par rapport aux autres, vous vous sentirez. Par ailleurs, du coup, pour appuyer cela, il y a aussi de nombreuses pédagogies qui ont vu le jour. Chacune, elle traite souvent d'un besoin en particulier. Donc, selon le problème rencontré, donc que ce soit un déficit ou un excès dans un besoin, et du coup, on peut piocher dans les principes des différentes théories de pédagogie pour avoir la pédagogie la plus adaptée et tenter d'essayer de retrouver un équilibre. Donc, du coup, je vous présente assez rapidement les différents types de pédagogie. Je vous les mettrai en lien dans le lien de l'épisode. Je vous les mettrai par rapport à chaque petit besoin. Donc, les différentes pédagogies. Donc, pour ce qui est du besoin d'attachement, donc ça peut être des pédagogies d'expérience positive. Donc, du coup, voilà, pour essayer de niveler
en disant que se concentrer sur les points forts et les points positifs de sa vie, mais sans voilà, les laisser nous envahir non plus. Pour le besoin d'acceptation, ça peut être une pédagogie humaniste, dans le sens où voilà, de faire reconnaître que oui, vous êtes un être humain, que vous méritez d'exister ou autre, mais en même temps que vous n'êtes pas Dieu et que vous n'allez pas écraser les autres. Pour le besoin d'investissement, donc ça peut être la pédagogie du projet, c'est-à-dire voilà, finalement tout simplement essayer de mettre les gens dans des projets plus grands qui voient y avancer et où en fait finalement on leur dit vous faites partie de cette réussite, vous faites partie, j'ai bien dit, vous êtes pas tout ce projet, mais voilà, il réussit grâce à vous, pas que grâce à vous, mais il réussit grâce à vous, donc du coup ça permet aux gens de s'impliquer. Pour le besoin de stimulation, donc on peut avoir des pédagogies différenciées. Donc du coup, voilà, finalement, c'est d'essayer de vous mettre face au plus d'expériences possibles pour justement essayer de vous stimuler le plus possible, on va dire, pour plonger dans le truc, de créer plein de petites connexions nerveuses dans votre cerveau, mais surtout, tout simplement, en fait, finalement, c'est de vous faire vivre plein d'expériences afin de finalement de vous ouvrir. Pour le besoin d'expérimentation, ça peut être la pédagogie active, c'est-à-dire la pédagogie active, elle s'appuie en fait, finalement, c'est de se dire que plutôt que de vous faire un grand discours théorique et tout ça, on va directement vous plonger dans le cœur du sujet pour vous tester face à la réalité. Voilà, vous allez vraiment expérimenter. Et pour le besoin de renforcement, donc c'est la pédagogie behavioriste. Donc c'est un peu souvent, c'est souvent connu. C'est en fait finalement c'est un peu voilà, on appelle ça du conditionnement en psychologie. C'est un peu finalement on va vous répéter pour que finalement ce soit presque automatique. Donc du coup c'est ce qui définit un peu ce type de pédagogie. Pour le besoin de communication, donc c'est la pédagogie interactive, tout simplement, c'est celle qui s'appuie sur beaucoup d'échanges ou autres. C'est un peu ce qu'on voit des fois dans les groupes, un peu voilà, les alcooliques anonymes, c'est un peu ce type de communication. Ensuite, au niveau du besoin de considération, donc là c'est la pédagogie du chef-d'œuvre, c'est-à-dire voilà, c'est finalement rendre les gens fiers de ce qu'ils font et donc du coup leur donner un peu parce que le chef-d'œuvre en fait il inspire une reconnaissance par rapport au groupe et donc du coup c'est ce qu'on va essayer de développer chez les gens, de se dire que c'est un chef-d'œuvre, donc c'est pas, vous n'avez pas construit une pyramide quoi, c'est pas un truc, c'est en fait vraiment c'est vraiment jouer à chaque fois sur les curseurs, de pas vous propulser tout en haut pour que vous preniez la grosse tête et vous explosiez, mais de pas non plus vous laisser retomber tout en bas. Donc du coup voilà, le but de ces pédagogies c'est quand même de vous aider un peu à niveau. Et enfin du coup au niveau de la structure donc du groupe, donc là c'est une pédagogie institutionnelle, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas tout seul, vous faites partie d'un cadre, vous faites partie d'un tout, d'un ensemble, et que vous évoluez au sein de ce groupe, et que le groupe, lui, bouge autour de vous. Et voilà. Et là, vous allez me dire, mais il nous en manque, parce qu'on avait plus de besoin que ça, que juste ce que tu nous as présenté. Eh bien oui. Parce qu'en fait, il n'y en a que 9. Et 9, en fait, c'est la raison pour laquelle, finalement, comme je l'ai dit, les idéologies, c'est un peu la zone d'ombre de ce classement. Parce que finalement, qui est-ce qui peut justifier de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est vrai et faux, et ce qui est beau et laid. Et encore, on va dire, pour ce qui est vrai et faux, pourquoi pas, des fois, quand on a des preuves scientifiques ou autres, admettons. Mais finalement, le reste, c'est très subjectif. Et c'est là que finalement, l'éducation, surtout pour les enfants, elle forme ce qu'on appelle le libre arbitre, qui lui seul décide de voilà ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est beau et ce qui est laid. Mais en fait, c'est la zone d'ombre, parce que finalement, si on arrive à duper le libre arbitre, si on arrive à lui faire croire, à lui faire légèrement bouger ce curseur, donc qui sépare le bon et le mal, le vrai et le faux et le beau et le laid, et finalement on arrive à manipuler les gens. Et je pense que le meilleur exemple pour vous donner ça, c'est la mode, ou même les modes en général. Et en fait, elles influencent juste sur ce dernier petit levier en précision de ce qui est beau et ce qui est laid. Et donc du coup, c'est juste elle qui joue, qui le fait monter et descendre. Donc pour vous dire, non, ça maintenant... tel critère, avant c'était bien, maintenant ça ne l'est plus. Donc du coup la mode c'est vraiment, elle influe directement sur votre libre arbitre, parce que du coup vous changez par rapport à elle, parce que la notion de beau et de laid, elle vous la fait déplacer, donc du coup vous les placez, voilà, vous n'avez plus les mêmes critères pour une même chose finalement. Voilà, donc du coup c'était ma petite présentation sur les autres classifications de besoins, donc là on est sur la lancée. Alors, comme je vous l'ai dit, besoin pas dans le sens vital, un peu comme la règle des 3 en survie, mais plus dans le sens vital, mais on va dire mental, quoi. C'est une forme d'équilibre mental, et donc du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était utile d'en parler ici. Alors du coup, aujourd'hui, pas de call to action, déjà parce que l'épisode est très long, d'ailleurs si vous n'êtes pas endormi, félicitations, mais aussi parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, finalement, c'est une idéologie qui débouche sur 9 pédagogies différentes. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vous ai dit, je vous détaillerai dans les liens. Et donc du coup,
comme c'est, enfin, déjà des pédagogies, c'est des trucs, voilà, c'est quand même des institutions, des écoles, des trucs assez costauds avec des centaines de milliers de pages sur chaque. En fait, du coup, je trouvais ça trop réducteur de ma part de vous orienter juste uniquement vers un type de pédagogie que j'aurais fait, qui aurait été un peu condensé et maladroit, qui aurait été une espèce de synthèse de tous. Donc du coup, c'est pour ça que je vous laisse découvrir, on va dire, sur quel curseur vous pensez ou que vous voulez influer, et donc du coup de pouvoir, au choix, pouvoir piocher la pédagogie qui est la plus adaptée, et donc du coup de vous l'assimiler et de vous faire votre propre thérapie, on va dire. Et si, du coup, vous voulez travailler dans la dernière catégorie, à côté idéologie, et du coup, là, en fait, finalement, idéologie, ça pourrait se limiter à travailler votre libre arbitre. Donc, le meilleur moyen de travailler son libre arbitre, c'est finalement de se donner le plus de voix possible pour pouvoir choisir au mieux. Donc, à la rigueur, si vous voulez le faire travailler, je vous conseille de lire des trucs complètement opposés, et comme ça vous permettra un peu de faire de vous donner votre vision du monde, votre propre vision du monde, parce que vous aurez eu les points complètement contraires et opposés. Et donc du coup, c'est là où vous pourrez décider de où placer votre curseur de bien et mal, et ainsi de suite. Du coup, moi je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!